Bienvenue à tous sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien, où aujourd'hui nous allons parler d'un livre avec son auteur Jacques Millard, maire de Maisons-Laffitte et membre honoraire du Parlement français. Bienvenue Jacques Millard, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors vous voulez nous parler de ce livre que vous avez écrit et qui vient de sortir et qui s'appelle Marabout à l'Élysée. Marabout à l'Élysée, suivi de prescriptions pour le désenvoûtement. Bon, vous parlez du président Macron. Bien évidemment, car je pense que l'élection présidentielle que nous avons connue est totalement atypique dans la Ve République, et un jeune homme pressé, avec du talent, est devenu président de la République alors qu'il n'avait jamais été élu, et je pense que c'est un problème pour lui-même et pour la France, et qu'il a mis tout le monde d'accord. Il a conduit sa barque de manière tout à fait professionnelle, tout en n'étant jamais un élu d'auparavant. Mais je pense qu'il l'a fait sur un quiproquo. Il l'a fait sur une sorte de mystification, un alignement des planètes qui s'est révélé payant pour lui, et qu'il l'a fait en raison de la faute de ses adversaires. Ça, c'est évident. Donc jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien, mais je ne suis pas certain que ça va durer. Pourvu que ça dure, disait la mère de Napoléon, Laetitia. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en mars 2018, le déclin arrive. On a eu une vague, et maintenant, on va avoir le ressac. On va avoir le ressac parce que l'élection de Emmanuel Macron s'est faite sur une double incohérence. Incohérence politique et incohérence économique, sur lequel on reviendra. Ouais. Mais ce qui m'a intéressé, c'est bien sûr aussi mon expérience personnelle, car j'étais candidat à un 6e mandat. Alors vous me dites, vous êtes un cumulard. Oui, parce que j'estime qu'un député doit avoir une certaine expérience. Vous savez, ceux qui disent « il faut que des jeunes » se trompent. Pourquoi ils se trompent? Parce qu'en réalité, on devient député, on va dire qu'à partir du 3e mandat, quand on a un peu de bouteille, quand on a un peu d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a 2 mandats pour rien. Il n'y a pas de mandats, mais on fait son apprentissage. Ouais, son apprentissage. Vous savez, une assemblée, c'est pas simple. La conduite des affaires de l'État demande beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire et surtout une qualité. La cohérence dans l'action, doublée d'une volonté de savoir et de pouvoir dire non. Non à ses propres amis. C'est-à-dire d'avoir la capacité, parce que vous êtes ancré localement, d'où le député-maire, que vous avez une force politique dans le terroir, d'être capable de dire non à vos propres amis, au gouvernement. Vous savez, quand vous êtes dans l'opposition, c'est facile de dire non. Ça ne mange pas de pain. Je dirais que c'est institutionnel. Mais ça ne veut pas dire qu'on va toujours dire non. Moi-même, lorsque j'étais en opposition à François Hollande, j'ai approuvé certains textes, notamment dans le domaine de la défense nationale. Mais il n'en demeure pas moins que quand vous avez vos amis au gouvernement, vous devez garder votre libre arbitre. C'est très bien. Mais quand je lis ce titre, restons sur ce titre résumé un petit peu de votre livre, qui Marabout à l'Élysée. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à ce que quelqu'un séduise ses concitoyens, les convainque et arrive par là à devenir le président? C'est pas nouveau. Non. Sarkozy avait fait de même, Mitterrand avait fait la même chose. C'est la politique. Non, attendez. Alors, vous avez pris 2 exemples historiques. Premièrement, Mitterrand, il n'est pas arrivé tout de suite. Je dirais qu'il a mis un temps certain et il est l'exemple parfait que la politique, c'est du long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Et que l'expérience qu'il a eue, la finesse d'esprit qu'il a eue également, lui ont servi et qu'il était tenace. Sarkozy n'est pas devenu, je dirais, le président de la République sans avoir auparavant exercé des fonctions ministérielles, avoir été élu, avoir reçu, je dirais, des coups, de s'être redressé et d'être parti. Donc ce n'est pas tout à fait comparable. Dans le cas de Macron, il s'est passé un phénomène. Premièrement, ce sont les fautes de ses adversaires. On est dans un combat de judo. Absolument. Un combat de judo. Et un combat de judo, vous gagnez quand vous mettez l'adversaire en faute et que l'adversaire vous donne la victoire
par ses propres erreurs, ses propres fautes, ses propres maladresses. Et là, bien évidemment, c'est l'affaire Fillon. Il est bien clair que l'affaire Fillon a été un coup de jarnac pour la majorité qui devait être et qui n'a pas été, à savoir celle des Républicains. Et c'est vrai que dans la première partie des présidentielles, qui a commencé par le combat des primaires, qui a été fratricide, ensuite pendant les législatives, au tout début, mes concitoyens me disaient « mais vous n'avez aucun souci à vous faire, vous allez gagner comme dans un fauteuil ». Et puis le fauteuil a basculé. Et donc, il faut s'interroger pourquoi il a basculé. Parce qu'on a eu en face de nous quelqu'un qui a su tirer profit des fautes et des erreurs de ses adversaires et qui est apparu comme quelqu'un de totalement nouveau, avec lequel, bien évidemment, il avait cette capacité de convaincre. Il avait un côté christique, Macron. C'est-à-dire, on l'a bien vu, lorsqu'il terminait des discours qui s'enflammaient, on se posait des questions. C'était véritablement une sorte de gourou qui s'enflammait. Et donc, ça a plu, mais paradoxalement, personne ne s'est interrogé sur sa nature profonde. Et c'est en cela que je parle de marabout, parce que les médias, les journalistes, qui ont été aidés, un certain nombre, bien évidemment, de médias qui ont veillé à ce que l'information passe dans le bon sens, ont convaincu les Français qu'il était génial. Et donc, pourquoi marabout ? Parce qu'il a quelque part, et le mot est d'un ami banquier, Philippe Villain, qui l'a bien connu et qui le connaît en disant « attention, il est dangereux », et il reproche, je dirais, à la sphère des intellectuels, à la sphère des médias, d'avoir été maraboutisé, c'est-à-dire complètement subjugué par ce jeune Rastignac. Jacques Millard, quand on me dit dangereux, moi j'aime bien ce mot. Dangereux pour qui? Il est dangereux, je pense, pour lui-même et pour la France. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a aucune véritable expérience de ce qu'est la France elle-même. Voilà un jeune homme pressé qui sort de l'ENA, qui rentre à l'inspection des finances, qui devient rapidement ensuite un favori d'un certain nombre d'intellectuels, qui le présente à un certain nombre d'hommes politiques. Il rentre chez Rothschild et ensuite il en revient. Bref, il a très rapidement ce qu'on appelle en français une cuillère d'argent dans la bouche. Et une belle carrière. Et une belle carrière, etc. Mais ça ne suffit pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. La force de la France, c'est pour ce qui est des élus et pour ce qui est de la France tout court, c'est cette espèce de cursus qui commence dans les communes, qui se poursuit parfois dans les départements et se continue au niveau national. C'est-à-dire, c'est l'expérience du terroir. Il n'a aucune expérience du terroir. Il a une conception du pouvoir qui est une conception technocratique. C'est-à-dire qu'il ne veut gérer que par des hauts fonctionnaires, et on le voit aujourd'hui dans ce qui se passe dans ce gouvernement. Je n'ai jamais vu un cabinet du Premier ministre qui soit commun avec le cabinet du Président. Or, c'est la réalité aujourd'hui. Le Premier ministre n'a eu la possibilité de choisir son directeur du cabinet. Mais tout le cabinet est commun. Et donc, ça veut dire que, et je vais exprimer un mot extrêmement fort, que le Premier ministre est le valet, je dirais, du président de la République. Il n'a aucune liberté de manœuvre. C'est le reproche qu'on faisait sous Sarkozy. Oui, mais ça va beaucoup plus loin. Ouais. Ça va beaucoup plus loin. Le général de Gaulle, qui a pensé ces institutions, disait très clairement il ne saurait y avoir de diarchie à la tête de l'État, c'est-à-dire de pouvoir. Mais il n'en demeure pas moins que jusqu'à présent, même si ça s'est été nuancé avec notamment Nicolas Sarkozy, on n'avait pas eu cette fusion totale des cabinets des deux. Et il ne faut jamais oublier une chose, c'est que l'article 20 de la Constitution dit que c'est quand même le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Le président de la République s'en tient à l'essentiel. Vous voulez dire qu'il personnalise davantage le pouvoir? Il le personnalise totalement dans son propre destin. De droit, il reste... Non mais attendez, c'est factuel, mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences, c'est qu'il ne gouverne qu'avec, je dirais, sa classe qu'il connaît. Quelle est sa classe
politique, ce sont les technocrates et les hauts fonctionnaires. Et on voit très bien, il a formé un gouvernement qui est fait que de personnalités technocratiques, qui n'ont pas vraiment d'expérience politique, en dehors, bien évidemment, de Le Drian, par exemple, et Collomb, qui ont une certaine expérience et qui sont parfois en porte-à-faux, d'ailleurs, avec l'exercice solitaire du pouvoir du président de la République. J'entends, Jacques Millard. Mais qu'est-ce que c'est qu'avoir une expérience politique, telle que vous venez de la décrire, si au final, c'est perdre, si au final, ce n'est pas répondre aux questions sociales que les Français se posent, alors, à quoi sert cette expérience politique? Alors, l'expérience politique sert à être prudent. Je vais vous dire une chose. Pour moi, il n'y a de politique qu'à long terme. Il n'y a de politique que dans un projet politique. Or, le projet politique d'Emmanuel Macron me paraît, je dirais, bancal. Il est bancal parce que, premièrement, sur le plan politique, il a formé une majorité qu'il a choisie, sa majorité hologramme, c'est-à-dire qui ont été élus sur le portrait de Macron et les députés n'ont pas existé en tant que tels pour remporter la victoire. Bon, ça a été véritablement la victoire de Macron dans chacune des circonscriptions. Je ne le reproche pas parce que c'est l'esprit de la Ve République qui était donner une majorité au président élu. Très bien. Il n'en demeure pas moins qu'il faut aussi une opposition suffisante. Oui. Et c'est là où véritablement notre électorat, à droite, a basculé dans, je dirais, cette croyance dans ce jeune homme pressé. Alors, il n'en demeure pas moins que cette majorité que nous avons au Parlement, elle est faite à 70 voire 80% de gens socialistes. Il a commencé à mener une politique qui est celle, je dirais, d'un banquier, cette fois-ci expérimenté, où il a pris des mesures libérales, pas en totalité. Ouais. Certes, vous allez me dire, mais vous ne pouvez pas être mécontent, puisqu'il a sabré, il a supprimé la moitié de l'ISF. Oui. Oui, il s'approche d'eux, il se rapproche d'eux. Alors, moi, je vais vous dire, la suppression totale, mais il a gardé une partie de l'ISF, ce qui est devenu l'impôt sur la rente immobilière, le foncier bâti. Et donc, à ce titre, il n'est pas allé au bout. Mais dans le même temps, il supprime les APL. C'est-à-dire qu'il mène en apparence une politique effectivement forte pour ceux qui ont des actions. Plus à droite. Mais dans le même temps, il supprime les APL, c'est-à-dire l'aide aux étudiants et aux gens les plus pauvres de ce pays. C'est de l'amateurisme politique. Comment peut-on faire une faute pareille ? C'est pour ça qu'à mon avis, il est en permanence sur le plan politique dans une sorte de hiatus, dans une sorte de déséquilibre entre ce qu'il souhaite faire parfois parce qu'il a une démarche technocratique et qui comprend ce qu'est l'économie, mais dans un autre côté, il prend des mesures totalement aberrantes. Mais est-ce que c'est pas aussi une nécessité parce que la France qui lui a été livrée, si je puis dire, bah finalement, elle se retrouve dans une faillite. C'est pas lui. Il ne peut pas en être le responsable. Et il doit. Mais là, il n'en sort pas. C'est là où il sait, sur le plan économique, je termine mon propos, il est en porte-à-faux parce qu'il a quand même 70% de sa majorité qui viennent des rangs socialistes. Et on voit que ça pose des problèmes aujourd'hui avec la loi sur le contrôle des migrations qui provoque la colère, je dirais, d'un certain nombre de gens dans sa majorité, indépendamment de M. Mélenchon, qui sont contre cette loi, alors pour des raisons idéologiques, parce qu'il y a quand même la nécessité de contrôler les flux migratoires. Et sur le plan économique, il ne va pas, je dirais, dans le bon sens. Car en réalité, il est totalement inféodé à une idéologie qui est celle de Bruxelles. Et il est incapable, vous m'entendez bien, incapable de sortir de ce carcan idéologique. Il recherche à tout prix, je dirais, la réduction des dépenses, mais il ne favorise pas l'investissement. Et c'est là où Fillon sortait de ce carcan en disant les 3%, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, je veux investir. Et dans ce gouvernement, il n'y a pas de politique réelle d'investissement. Et c'est là où il va y avoir un hiatus. Et c'est là où, même si aujourd'hui la France, heureusement, bénéficie d'une certaine relance, c'est-à-dire grâce à une meilleure, je dirais, position de l'économie mondiale,
eh bien, c'est là où, à mon avis, il ne prend pas les moyens de sa politique et qu'il est inféodé. Ça, c'est un problème, effectivement, de contradiction économique. Donc, je suis convaincu qu'il ne va pas réussir. Alors, il est là depuis quelques mois. C'est exact. Bon, on ne peut pas, comme ça, dresser, condamner tout de suite l'action. On peut donner un petit peu le temps de voir les résultats. Oui. Comme disait François Mitterrand, il faut donner du temps au temps. Sauf que, dans l'action qu'il mène, il pratique une sorte de fuite en avant. Tous les observateurs, et j'avais commencé à faire un communiqué, j'ai commencé, et je l'ai envoyé d'ailleurs, qui s'appelle le tonneau des Danaïdes, à savoir que Sisyphe avait-il dit « Je souhaite un Sisyphe heureux ». En réalité, il est en train de charger la barque de Sisyphe. Car il démultiplie les annonces des réformes. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un trop-plein, parce qu'il va se retrouver dans une impasse, parce qu'il va être incapable, je dis bien incapable, de résoudre tous ces problèmes à la fois. Et vous dites beaucoup « il », c'est-à-dire que c'est pas un « il » au pluriel. Non, c'est lui tout seul. Oui, c'est lui. Parce qu'on ne me fera pas croire, et vous le savez, tous les médias l'ont rapporté, il dort peu, il envoie des SMS la nuit, il harcèle ses ministres pour faire. Et ça, je ne vais pas lui reprocher. Moi-même, je suis aussi accro au travail. Mais en réalité, il démultiplie les annonces des réformes sans pour autant apporter des moyens. Et en réalité, c'est plus grave que ça. C'est-à-dire qu'il a fait un certain nombre de promesses électorales qui sont bâclées, qui ne sont pas étudiées. Qui n'en fait pas. Attendez. De bâcler, de ne pas oui, mais étudier. attendez, là c'est grave. C'est grave parce qu'il y a des choses qu'on sait faire et des choses qu'on ne sait pas faire. Je vais vous donner quelques exemples. Il a annoncé par exemple un service universel, citoyen universel, qui s'apparente à un service militaire, mais qui n'en est pas un. Tout à fait. Ça part dans tous les sens. Sera-t-il universel? Sera-t-il plus militaire? Sera-t-il de 3 mois, 2 mois? Quel est son coût? Il ne sait pas. Donc il a lancé le slogan sans savoir où il allait. Un peu à la Christophe Colomb, vous savez, dont on disait qu'il allait dans une direction qu'il ne connaissait pas avec l'argent des autres. Mais là, il n'a pas l'argent. Deuxièmement, la fameuse suppression de la taxe d'habitation, qui lui a rapporté beaucoup de voix. Les gens sont dit, chouette, il va supprimer la taxe d'habitation. Sauf qu'il n'a pas le début du commencement du centime pour la payer. Et on a vu une ministre de son gouvernement, Madame Gouraud, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, dire très clairement, eh bien, il va falloir créer un impôt. Démenti, bien évidemment, de Bruno Le Maire. Mais en réalité, on sait que c'est la vérité. C'est qu'il n'a pas, je dirais, le début. Et donc, vous allez prendre un autre exemple, c'est par exemple la réforme qu'il est en train de lancer sur le problème de l'indemnité chômage pour notamment celles et ceux qui n'ont pas cotisé, etc. Là encore, c'est la fameuse CSG qui devrait véritablement financer. C'est la vache à lait. Donc on voit bien qu'il va se retrouver dans une impasse financière, budgétaire, qui sera incapable de gérer, sauf, et il l'a annoncé également, à contraindre les collectivités territoriales à baisser ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, qui est une subvention, non pas une subvention, mais une dotation d'État qui vient aux communes, et qu'il leur a dit, dorénavant, pour les grandes communes, vous n'augmenterez pas vos dépenses de fonctionnement plus de 1,2% par an, inflation comprise. Très bien. Jacques Millard, j'entends tout cela. Vous savez, si on fait un petit peu d'histoire, revenons même à l'Ancien Régime, si Louis XVI est forcé de convoquer les États généraux, c'est parce que, bien avant lui, Louis XIV s'est engagé dans un tas de conflits, un tas de choses qui la France coûtaient était beaucoup endettée. d'argent, etc. Donc, j'ai l'impression que vous avez du mal à dire ou à penser que finalement vos amis ont tout de même fait un travail qui n'était pas dans le sens de... Attendez, mes amis, ça remonte à 6 ans, hein, premièrement. Oui, parce qu'entre-temps, c'était 6 ans, etc. C'est tout le problème de la construction européenne et de l'idéologie économique européenne. Il s'est passé quelque chose à un moment dans l'histoire de la France, avec le traité de Maastricht en 1973 et avec une loi qui avait été votée mais qui n'était pas tout à fait la même avant. 93. C'est 2000, Maastricht c'est 93, 92-93. Et donc à ce propos-là, ça a été
l'État doit se financer comme un privé et il va emprunter sur les marchés. Avant, on avait ce qu'on appelle le système des avances, c'est-à-dire le Trésor public recevait de l'argent de la part de la Banque de France et faisait des investissements. C'est vrai que ça a entraîné un peu d'inflation, même beaucoup. Mais il n'en demeure pas moins que si on avait gardé le même système, la France aurait zéro d'endettement. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on est tombé dans une idéologie où aujourd'hui, l'État, pour se financer, doit recourir au marché financier. Mais c'est conventionnel. Je dirais, c'est une règle qui, à mon avis, se retourne. Et moi, j'ai proposé, je le repropose dans cet ouvrage, que l'État retrouve la possibilité d'avoir des avances, comme ça se passe aux États-Unis d'ailleurs, des avances du Trésor pour l'investissement. Car ce qui manque le plus à ce pays, ce sont les investissements. Il faut développer les investissements de manière à relancer la croissance. C'est possible. Et ça, effectivement, il faut sortir de l'idéologie bruxelloise. Vous ne pensez pas qu'il est l'homme, justement, des investissements, l'homme du futur, parce qu'il est ancré en plein dans cette révolution technologique. Il le dit, mais il ne s'en donne pas les moyens. Pire encore, sur le plan économique, il s'est lancé dans la ponction de la CSG, 21 milliards. Bon, mais ça pèse sur la consommation. Car une économie, elle marche, je viens de vous le dire, sur les investissements, mais elle marche aussi sur la consommation. Or, sa politique qui a été de taper sur la consommation va freiner aussi la croissance. Qui plus est, il va vous dire, mais j'ai enlevé les cotisations salariales aux salariés. La belle affaire. Il vient d'augmenter toute une série, je dirais, le gaz, l'électricité, le fuel, etc. Et le pouvoir d'achat est en train de baisser en France pour tout le monde. Donc il va se retrouver véritablement dans un carcan. Et c'est ça que je lui reproche. C'est-à-dire qu'en réalité, il est tellement enfermé idéologiquement. Quelle est son idéologie ? Son idéologie, c'est véritablement de supprimer la souveraineté de la France et de la donner à l'Europe. C'est un fédéraliste à tout crin. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une vision totalement dépassée de la construction européenne. C'est ça. Et deuxième point dans l'idéologie, c'est-à-dire qu'il croit véritablement dans les grands groupes multinationaux dans lesquels il a servi et qui n'est pas, je dirais, les PME, etc. Alors bien sûr, il tempère de temps à autre, mais on voit bien qu'il est dans une contradiction. Il est dans une contradiction politique, comme je viens de vous dire, et une contradiction économique de l'autre. Et c'est la raison. Contradiction, c'est n'est-ce pas peut-être de l'association? Non, c'est pas de l'association. Du réalisme. Il y a un moment, il faut savoir. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, la France et Bruxelles a les yeux virés sur le déficit budgétaire à 3%. Mais vous savez, la dette, ça se gère. La dette, elle est permanente. Il ne s'agit pas de l'augmenter, il s'agit de la gérer, de la tempérer. Et pour la faire diminuer, il y a deux moyens. La croissance et l'inflation. Aussi simple que ça. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, lorsque le président Pompidou, qui a été un très grand président et qui a succédé au général de Gaulle, ce qui n'était pas aisé, on lui faisait présenter un budget, on lui disait, président, il y a une inflation de 5%. Il dit, aucune espèce d'importance, parce que l'inflation a été un stimulant, alors qu'aujourd'hui on n'a pas d'inflation et c'est pire que l'inflation. Et donc, il disait tout net, laissez faire. Et pourquoi? Parce que lorsque vous avez une inflation de 5%, ce que je vais dire va faire bondir les rentiers. Eh bien, vous avez une diminution de la dette au bout de 5-6 ans de 30%. C'est aussi simple que ça. On a perdu, c'est une valeur d'ajustement, c'est-à-dire que ça rogne. Alors bien sûr, on va vous dire, oui, mais les salaires, l'inflation monte par l'ascenseur et les salaires par l'escalier. Mais on peut tempérer. On peut tempérer. Mais le problème, ce sont les obligations qui vont être moins payantes. Ça, c'est clair. Donc, je crois qu'il faut qu'on sorte. Et moi, je suis admiratif, par exemple, de la politique économique et budgétaire américaine. C'est-à-dire la monnaie, pour eux, benign neglect. C'est-à-dire, bon, on laisse filer la monnaie, etc. Mais on finance l'économie réelle. Or, chez nous, aujourd'hui, en Europe, et même dans le monde, on ne finance plus véritablement l'économie réelle, il n'y a plus assez d'investissements, mais en revanche, bien évidemment, c'est l'économie financière qui en profite, qui est véritablement en lévitation par rapport à l'économie réelle et qui n'apporte pas véritablement de valeur ajoutée, sauf à ceux qui spéculent et qui parfois se plantent. Et je vais vous dire une autre chose. Quand vous regardez l'action du gouvernement actuel, on va parler d'actualité, avec l'affaire de la SNCF. J'ai lu dans le détail
je vous dis bien dans le détail, j'en fais une analyse critique qui sortira très bientôt, j'ai lu dans le détail le rapport Spinetta. C'est le tout concurrence. C'est-à-dire que c'est bien gentil de vouloir, je dirais dire, ces salauds de cheminots, véritablement, sont trop payés. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Ce qui est faux. Il y a effectivement, quelques avantages très forts d'une catégorie de personnel, mais il y en a qui partent à 62 ans, comme tout le monde, à la retraite. Bon, donc il faut arrêter de tirer sur les cheminots. Mais en revanche, on vous promet quoi ? Le tout concurrence, c'est-à-dire la privatisation d'un certain nombre de chemins de fer ou de lignes de chemin de fer. Ne vous tracassez pas. Il va falloir investir. C'est très dur à monter parce que c'est une usine à gaz pour défaire le système. Et ensuite, eh bien, les tarifs vont augmenter. Et donc là où les Français aujourd'hui vont payer, je ne sais pas, 20 € pour voyager, ils en payeront peut-être 40 demain matin. Donc le retour de bâton va être fort. Or, la concurrence, généralement, c'est l'inverse, non? Alors là, ça, il faut le dire. Ça fait diminuer les prix. Ça a fait diminuer le prix sur la fabrication d'un certain nombre de composants du téléphone qui sont faits mondialement. Voilà. Mais pour ce qui est du chemin de fer, c'est pas comme ça que ça se passe. Et partout où on a privatisé les chemins de fer, il y a eu des retours de bâton durs. Prenez le cas de l'Angleterre, prenez le cas de la Californie, ça n'a pas été véritablement un long fleuve tranquille. En revanche, ça peut réussir. Effectivement, l'Allemagne a certains exemples de réussite. Vous pouvez très bien, par exemple, dire, voilà, les TGV sur Lyon, Paris-Lyon, c'est une société, elle a remporté l'adjudication, mais elle va avoir à entretenir les lignes, etc., investir. Ne vous tracassez pas, les prix augmenteront. Deuxièmement, Paris-Bordeaux, ça va être une autre société. Très bien. Mais à ce moment-là, vous aurez inégalité. Or, les Français sont aussi, je dirais, assez attachés à l'égalité d'un service public. Donc, ce n'est pas la panacée. Ça fait partie de leur culture aussi. Voilà, non seulement ça fait partie de la culture, mais c'est une nécessité. Les services publics sont une nécessité. Alors, mais donc, je voudrais juste terminer sur ce point, parce qu'il est important. Je pense que le président Macron, qui a lancé toute une série de réformes, ne va pas pouvoir les gérer tout ensemble. Elles sont en contradiction et il lui manque les financements. Jacques Millard, vous savez ce qui me fait peur, moi? C'est que la France soit aussi doublée en Afrique par ses concurrents traditionnels, mais aussi par tous ces pays émergents qui viennent à grande vitesse et qui vont plus vite, plus loin. Et en utilisant moins de règles de droit. Ça ne va pas, selon vous, diminuer encore plus comment dirais-je, la position? Alors, vous avez 1000 fois raison. C'est la raison pour laquelle je crois que nous devons retrouver pleinement une totale indépendance de notre politique étrangère, mais dans toute liberté. Je vais vous donner un exemple. Alors, il est allé en Afrique, par exemple. Oui, il est allé en Afrique et il a dit, à mon avis, des choses à la fois bonnes. Premièrement, il est allé en Afrique. Et ça, je lui en rends grâce parce que ça montre un intérêt pour l'Afrique. Et il a raison de constater que c'est un continent dont l'explosion démographique va poser problème aux Africains, dans des migrations sud-sud, mais aussi dans des migrations nord-sud. Donc là, il y a la nécessité de maîtriser la croissance démographique. Si ce n'est pas fait, eh bien là, on a véritablement des catastrophes à venir. Car quand vous prenez, par exemple, moi j'ai servi dans une vie antérieure, puisque je viens de la diplomatie, j'ai été jeune secrétaire d'ambassade au Nigeria dans 77-80. Et à l'époque, on disait, on pense qu'ils sont 80 millions d'habitants, mais on n'avait pas vraiment de décompte sérieux. On avait déjà les heurts dans le nord du pays avec la Haoussa entre chrétiens et musulmans, ça existait déjà, donc il y avait un pays chaotique. Aujourd'hui, on pense qu'ils sont certainement près de 200 millions d'habitants et qu'ils vont être à 300 bien rapidement. C'est un déséquilibre. Si ces États ne trouvent pas en interne cette stabilité démographique, ils vont avoir des problèmes. Or, aujourd'hui, prenez le cas du Niger, qui a une croissance où les femmes ont jusqu'à 7 enfants par femme, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc là, on a un vrai problème. Et sur ce point précis, Macron dit, il souhaite que les femmes puissent choisir leur moment de leur grossesse.
c'est gentil de le dire, mais on sait très bien quelle est la chape culturelle. D'accord. C'est très intéressant ce que vous dites, Jacques Millard. Les Chinois ne vont pas leur demander de regarder un petit peu, un peu plus ou un peu moins le nombre d'enfants par femme. Les Brésiliens non plus, les Arabes non plus, les Indiens non plus. Je suis bien d'accord. Et c'est la raison pour laquelle la France a une mission particulière à ce propos. Mais il faut aller plus loin. Là, je le dis tout net, je sais que je risque de choquer. Il faut mettre en place des programmes de maîtrise démographique. C'est évident, c'est par, bien évidemment, la pédagogie, l'école, mais il faut mettre en place des réelles politiques de maîtrise démographique. Ce serait ça l'investissement français en Afrique? À mon avis, ça peut être un investissement, mais dans le même temps, il faut investir. Mais c'est pas ça qui enrichira la France. Non, mais attendez, nos sociétés, bien sûr qu'il faut développer les partenariats. Lorsque j'étais au cabinet du ministre de la Coopération, dans ma vie intérieure, j'avais proposé, par exemple, pour celles et ceux qui sont migrants aujourd'hui en France, de mettre en place ce que j'appelais une sorte de plan épargne-retour dans laquelle j'épargne, l'État français abonde et je crée une société où je crée quelque chose en Afrique. Crée de la richesse. Je crée de la richesse. Ça, il faut le faire. On est en partenariat avec ce continent. Il ne faut jamais l'oublier. Et moi, je suis pour. C'est la raison pour laquelle je prône une politique multilatérale avec tous ces pays, mais sans, je dirais, être coincé par un certain nombre de règles. Je vais vous donner un exemple. Dans un pays d'Afrique, le gouvernement demande la construction d'un pont sur un fleuve. La France dit, bon très bien, moi j'ai les règles OCDE, je vais faire appel à un certain nombre de financeurs, notamment à l'AFD, l'Agence française, mais elle est obligée de respecter les règles d'appel d'offres, etc. Les Chinois sont arrivés, ils disent, vous avez besoin? Pas de problème, on le fait tout de suite. Ils oublient toutes les règles de concurrence ou toutes les règles, notamment d'OCDE, sur des problèmes de non-concurrence entre pays européens, sur des prêts bancaires et autres, et ils le font. Donc il y a un moment, il faut prendre les moyens de sa politique. Voilà, la fin justifie les moyens. Et donc, c'est ça dont il y a urgence à agir. Et vous avez raison, il faut créer ce partenariat. Mais pourquoi personne? C'est assez surprenant. Parce que vous êtes totalement... comme cela, enchaîné à tout un tas de règles qu'on s'est mis sur les reins au niveau bruxellois, au niveau occidental, à l'OCDE, etc., et donc sur lesquelles il faut en sortir. Nous avons intérêt, je dis bien nous avons intérêt, à agir directement, avec bien sûr plus de crédit. Un autre exemple, on s'est mis dans la tête de créer ce qu'on appelle le service diplomatique européen, la belle affaire. Ça ne sert à rien. C'est une machine à angliciser, je dirais, l'Europe. Ça coûte au moins près du milliard d'euros. Cet argent, je peux vous dire que si je l'avais dans la diplomatie française, j'agirais plus. Mais c'est au nom de la béatitude européenne. Et Macron est dans cette euro-béatitude. Donc vous lui reprochez d'être dans cette, ce que vous dites, ce que vous appelez la BO... Euro-béatitude. L'euro-béatitude, mais en même temps, vous êtes content de son action en Afrique. Alors, je suis content, mais il a eu des paroles extrêmement maladroites. Et je suis heureux d'être aujourd'hui sur Al Janoubia pour dénoncer ce qu'il a osé dire. Au temps de la colonisation, c'est un temps de l'histoire. Moi, je ne vais pas les reprocher, je dirais, aux Italiens et à Jules César d'avoir colonisé la France en partie. Ils ne sont pas arrivés, hein. Les Gaulois résistent encore. Mais il n'en demeure pas moins qu'à Varicom, à Bourges, ils ont vendu à Lancan toute la population en esclavage. Bon, ben, ça 2000 ans. Or, la colonisation date de 150 ans, dont acte. Mais quand on dit que c'est un crime contre l'humanité, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une négation historique, parce que c'était l'ère du temps, et deuxièmement, vous alimentez la haine quand vous dites ça. Parce que malheureusement, moi je suis choqué en France, je vous le dis. Lorsque je vois, ce qui me choque, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on vient de vous dire, c'est qu'on retrouve également chez nous des associations, par exemple le CRAN, que j'ai dénoncé, qui s'appelle le collectif représentatif des associations noires. Noires de France. Noires de France. Sur une couleur de peau, et que vous avez un syndicat qui fait des stages racisés sur la couleur de peau. Mais c'est la négation de la citoyenneté. C'est la négation de ce qu'est la France. Non, mais quand on parle de crimes contre l'humanité, exemple, la torture est un crime. C'est un crime, bien évidemment, mais je ne dis pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant
que ce fait historique de colonisation, où effectivement on a apporté des choses mauvaises comme on a apporté des choses bonnes, hein, je peux vous dire que, bien évidemment, c'est quelque chose qui doit être jugé dans toutes ses facettes. Et lancer à l'encan que c'est un crime contre l'humanité, il n'y a que lui qui le pense. Et je peux vous dire qu'ensuite, c'est, eh bien, puisque c'est un crime contre l'humanité, vous allez faire repentance, vous allez payer la corde au cou, etc. J'ose dire que la France, en matière de coopération et d'aide internationale, même si elle n'est pas au 0,55 du revenu national, elle a fait beaucoup. Le nombre de coopérants que j'ai connus, moi, qui étaient soit dans le Maghreb, soit en Afrique noire, et qui ont, à longueur de temps, je dirais, enseigné, porté ces pays, leur apporter de la valeur ajoutée, il faut quand même arrêter de dire ce genre de choses. Au-delà de la formule que vous contestez, est-ce que ce n'est pas aussi l'esprit d'une réconciliation qui est lancée? Pas celle-ci. Et justement, pour qu'il y ait échange, pour qu'il y ait partenariat sur de nouvelles bases, et que c'est important aujourd'hui pour la France, alors, je suis pas comme pour les pays africains. Je ne suis pas d'accord, parce que ça réveille de la haine. Tu m'as colonisé, tu me dois quelque chose, etc. C'est pas comme ça qu'on fait. Comment on fait? Parce qu'on fait en disant, ben, notre histoire, elle est commune. Oui, effectivement, il y a eu des pages sombres, il y a eu des pages glorieuses, mais c'est comme ça. Et bien sûr, maintenant, on coopère, vous devez exister, vous êtes indépendant. On vous a d'ailleurs reconnu votre indépendance dans les années 60, parfois avec des drames comme la guerre d'Algérie, mais il n'en demeure pas moins que c'est fait. On est quand même pratiquement 60 ans après. Et donc, il faut bien évidemment établir ce partenariat. Mobiliser, comme vous le dites, par des partenariats économiques, intellectuels, des étudiants, mobiliser toutes les forces et maîtriser cette croissance démographique qui, pour moi, annihile tout développement. Nous sommes dans un destin commun, mais ce n'est pas en battant sa coulpe à longueur de temps, avec ces repentances permanentes, qu'on va véritablement résoudre le problème. L'histoire est l'histoire, laissez bien évidemment les historiens juger en toute indépendance. Ah oui, mais c'est pas. Moi, je suis désolé. Hein, je suis né après la guerre, je suis né longtemps après la colonisation, comme vous d'ailleurs, et vous ne pouvez pas être responsable de ce qui s'est passé avant. Si c'est ça, on repart pour une guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Ton père, ton grand-père m'a fait ça, etc. Donc je me venge, etc. C'est sans fin. Donc il y a un moment, non. Et c'est la raison pour laquelle cette phrase est absolument outrancière. Elle est la négation même de la naissance d'un partenariat. Alors, en fait, vous êtes en train de dire que les présidents français qui se sont succédés n'ont jamais su parler à l'Afrique. Oh, si. Mais le discours de Sarkozy à Dakar, c'est pas mieux. Non, mais attendez, j'ai pas dit ça là. Bon, premièrement, je sais qu'il a écrit. Il y a toujours. Je sais qu'il a écrit, c'est un ami, il a prononcé une phrase qui était sortie du contexte, etc. Je ne vais pas défendre ce discours, etc. Mais je tiens à dire, moi j'ai accompagné dans un voyage présidentiel, alors qu'on était en cohabitation, François Mitterrand en Afrique. À Ouagadougou, j'ai assisté à cette soirée extraordinaire où Compaoré, oui c'était bien Compaoré, non c'était le jeune qui a été tué par la suite, Sankara, avait voulu donner une leçon aux vieux. Tout à fait, je me souviens. J'étais là. Et je me souviens encore, le l'aide de camp tend au président Mitterrand son discours, Mitterrand l'écarte et commence son discours. Il a donné une leçon à Sankara. Et on s'est dit, on reprend l'avion, la rupture des relations diplomatiques. Eh bien, pas du tout. Car tous les Africains autour de nous, moi j'étais au milieu des Africains dans ce dîner présidentiel, ont trouvé ça très bien, en disant le vieux, Mitterrand, a rappelé un certain nombre de choses aux jeunes. Voilà. Et ça s'est très bien passé. D'accord. Et c'est très bien passé. Jacques Chirac, prenez le cas de Jacques Chirac, qui connaît très bien l'art africain. Eh bien, Jacques Chirac savait parler aux Africains, etc. Et là, je voudrais venir sur un point précis où, justement, le jeune marabout à l'Élysée, là, a fait une faute. Vous savez, il a promis le retour des œuvres africaines dans les musées, qui sont dans les musées français, au musée... Mais alors là, excusez-moi, je vais être violent, ça va foutre un bordel.
Je vous le dis comme je le pense. Et pourquoi? Tout simplement parce que des pièces qui sont, je dirais, dans les musées français ou anglais qui doivent retourner, je veux dire, c'est un chambara, un chamboulement. Mais le meilleur moyen de faire aimer l'art africain, c'est qu'il soit un peu partout. Moi, quand je vais au Metropolitan Museum of Art à New York, je vois ô combien l'art français des impressionnistes est présent. Et j'en suis fier. C'est pas de se rabougrir de cette manière. Et puis, vous allez à ce moment-là tomber sur ce qui s'était passé entre la Grèce et les Anglais, où vous savez que les Anglais avaient piqué la frise du Parthénon. Eh bien, je dois dire que je suis pas sûr qu'elle soit plus vue à Londres, au prestige de la Grèce antique, qu'à Athènes même. Donc il faut arrêter avec ce genre de choses. Ça, c'est des propos démagogiques. Et en réalité, c'est le problème de Macron. C'est qu'il tient des discours en fonction de celui qui est en face de lui. Voilà, et ça c'est grave. Et quand dans le même temps... Tous les politiques ne font pas cela. Ah écoutez, moi on me le reproche. En fonction de... Je peux vous dire, vous pouvez être prudent. Si vous avez des cheminots et que vous dites que vous allez leur couper la tête, à mon avis, ça va vous poser des problèmes. Mais il n'en demeure pas moins que vous devez le langage de la vérité, mais pas de cette manière. Et donc, personnellement, on me l'a reproché, c'est de tenir en cohérence un discours politique, selon un projet politique, et pas je dirais, des flagorneries à la petite semaine. Et ça, c'est grave. Donc il a fait plusieurs fautes dans ce voyage en Afrique. Je récapitule, il a eu raison d'aller en Afrique, ça c'est vrai. Deuxièmement, parce qu'effectivement, passé un moment, notamment la France voulait larguer l'Afrique en disant ça coûte trop cher, et ça c'était une erreur, au moment, vous savez, du CFA, de la dévaluation, etc. Bon, il fallait dévaluer le CFA, mais il n'en demeure pas moins que ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'Afrique. Parce que c'est notre intérêt que d'aider ce continent et le porter. L'abandonner, je vais vous le dire tout de suite, moi, l'abandonner, il y en a plein d'autres qui vont venir et qui sont déjà là. Bien et qui n'attendent que ça. Bien sûr. Voilà. Une dernière question, Jacques Millard, pour sortir un petit peu du cas Macron. On parle un petit peu du retour de Ben Ali en Tunisie. Vous auriez un mot à dire là-dessus? Écoutez, je suis étonnant. Vous savez, ça me rappelle ce que je disais souvent de François Mitterrand, sur lequel j'ai changé d'opinion. J'étais son adversaire, etc. En matière de politique étrangère, il était plus intelligent qu'on a bien voulu le dire. Mais je disais toujours, qui aurait mis un copec, un centime, sur François Mitterrand après l'aventure, l'attentat manqué, montée d'avance de l'Observatoire? Personne. On disait, il est mort. Alors, vous savez, en politique, tant qu'on n'est pas au Père-Lachaise, c'est-à-dire au cimetière, avec Dieu le Père, s'il est là, eh bien, on n'est jamais mort. Cela étant, je serais quand même très étonné que Ben Ali revienne. Maintenant, je ne sais pas. Vous savez, il y a parfois des revirements extraordinaires. Donc là, c'est aux Tunisiens d'en décider. C'est pas à moi d'en décider. Tel que je connais les Tunisiens, je peux vous dire que j'ai suivi de très près tout ce qui s'était passé. J'ai vu comment ils avaient fait évoluer leur société interne, comment ils avaient adopté une constitution qui garantit un certain nombre de droits, notamment pour les femmes. Eh bien, j'attends de voir, vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas l'impression qu'on va rencontrer... non seulement prudence, mais je sais que c'est un peuple... Bon, il y a des problèmes de terrorisme dans le Sud, etc. Mais c'est un peuple qui sait véritablement, qui a commencé sa transition démocratique et démographique, même si la démographie reprend un peu, et qui est capable, je dirais, de décider par lui-même sans qu'on lui donne de conseils, et c'est pas moi qui lui en donnerai. Merci beaucoup, Jacques Millard. Alors voilà le livre, hein. Procurez-le vous, Jacques Millard, donc chez l'Harmattan, Marabout à l'Élysée. Merci à vous et puis... Merci à El Janoubia, merci Nader. À bientôt pour un nouveau... Shukran jazila, comme on dit. Un nouveau entretien, un nouvel entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir.